Bonjour à tous et à toutes, vous m'entendez bien? Oui, super. Donc nous sommes donc Amélie Marie et Emeline Hamon, nous sommes doctorantes au Centre de recherche de psychologie de l'Université d'Amiens et nous avons donc le plaisir de commencer cette session sur la parentalité avec cette emphase « Être père au XXIe siècle, un enjeu contemporain de la psychologie du développement ». Ça s'inscrit, cette problématique, dans nos deux travaux de thèse, donc sur la surdité et dans le cadre de prématurité. Ce sont des travaux de thèse qui sont portés par Barbara Le Drian, dont nous excusons la présence aujourd'hui. Alors, à l'heure où tous les regards sont portés sur les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, nous sommes questionnés sur justement qu'en est-il de ce père dont nous n'avons pas encore entendu parler à l'occasion de ce colloque. Alors du coup, quel premier constat dans la littérature sur justement ce père? Eh bien, malgré l'évolution sociétale récente de la place du père auprès de l'enfant, avec notamment en France, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais en France récemment, cet allongement de la durée du congé paternité en juillet 2021, eh bien on remarque paradoxalement très peu d'études sur les pères depuis le début des travaux de Lamb sur justement ce qu'elle cite comme contributeurs oubliés du développement de l'enfant que sont ces pères. Et dans les rares études qui portent justement sur ce père, eh bien on relève toujours le même constat, c'est un parent invisible ou un parent périphérique qui est décrit finalement. Alors pourtant, dans la littérature, ce qu'on peut relever, c'est qu'il y a un rôle fondamental du père dans le développement de l'enfant. Alors une influence d'un point de vue déjà direct, c'est-à-dire que ça va être aussi un père source d'ouverture vers le monde, un père attracteur, notamment par tous ces comportements d'exploration qu'il va favoriser chez l'enfant, par ces sessions de jeu qu'il va aussi proposer avec cet enfant. Donc c'est un vrai contributeur complémentaire à la mère pour le développement socio-émotionnel de l'enfant. Et ça va être également un vrai soutien pour la santé mentale et le bien-être maternel, puisqu'il va notamment contribuer à diminuer finalement la dépression maternelle et l'épuisement psychique chez la mère. Ça va être également une influence indirecte qu'il va pouvoir apporter en venant soutenir la relation mère-enfant, puisque c'est un partenaire de la dynamique triadique, de cette triade familiale auquel il prend part, ce père. Et donc du coup, c'est vraiment quand même un élément important à soulever dans la littérature, que ce père... il est quand même intéressant de venir questionner comment soutenir son accès à la parentalité. Et pourtant, très récemment, quand on s'intéresse au contexte de pandémie du Covid-19, cette triade, elle s'est surtout centrée sur finalement la diade mère-enfant, avec notamment ces restrictions de visite, souvent dans les hôpitaux, qui ont replacé le père en tant que spectateur de la grossesse, avec notamment cet accès souvent restreint au moment de l'accouchement ou même en amont, pendant tout ce qui va être les échographies de surveillance. Et donc du coup, il va être positionné en tant que spectateur pendant la grossesse, mais également dans cet accès à la parentalité, puisque la triade souvent s'est reformée au moment du retour à domicile de la mère et de l'enfant. Ça se ressort donc comme un enjeu contemporain de la psychologie du développement que de venir questionner comment rétablir le rôle du père au regard des connaissances actuelles sur leurs besoins et sur l'engagement paternel et comment du coup utiliser une méthode qui soit plus adaptée aux pratiques paternelles. Puisqu'il va falloir éviter ou essayer en tout cas de vraiment préciser mieux ce glissement épistémique, souvent du terme de parent, finalement on ressort surtout des données de la mère. Du coup, finalement, d'essayer d'éviter cette idée que l'expérience vécue par les mères va être d'office celle également vécue par les parents au pluriel et donc, du coup, indirectement, celle qui serait considérée comme rapportée par les pères. Alors, ce peu de données, en tout cas, les explications qui peuvent déjà être avancées, ça va être d'un point de vue vraiment purement d'accès à la population, mais également la relative invisibilité de la vulnérabilité émotionnelle qui va être rapportée par ces pairs, également les difficultés à recruter et à vraiment intégrer les pairs dans les études qu'on souhaite mener, mais également vraiment la nature des outils qui vont être utilisés, c'est-à-dire que ce soit des entretiens cliniques ou des outils d'évaluation, souvent elles sont d'abord destinées aux mères et du coup ça vient questionner dans quelle mesure est-ce qu'elles répondent, elles s'appuient sur les besoins et les particularités de l'engagement paternel. Alors, comment rétablir le rôle des pères au vu des connaissances actuelles? On va le questionner à travers deux cas de situation de vulnérabilité parentale, dans le cas de prématurité et dans le cas, par la suite par Amélie, dans le cas de surdité néonatale. Alors, la prématurité, on sait que c'est une expérience singulière
Et nous avons donc soumis récemment une revue de littérature sur justement le père de l'enfant prématuré. Et on commence notamment par explorer son expérience qui a été étudiée dans des études et qui montre bien que le vécu des pères est différent de celui des mères. Il va y avoir notamment de l'inquiétude qui va être rapportée sur le devenir et sur l'état de santé, l'apparente fragilité de l'enfant, qui va donc susciter par exemple, une peur de toucher cet enfant, qui va susciter des émotions négatives que certains pères vont avoir du mal, effectivement, à partager. Et donc, du coup, il va y avoir tendance à cacher ces émotions. Les pères vont être amenés, du coup, à minimiser leurs besoins au profit des besoins de leur compagne et également de l'enfant. Et donc, ils sont définis dans la littérature comme des pères protecteurs ou défendeurs. Et en tous les cas, voilà, on va remarquer vraiment une difficulté à venir explorer les émotions qui pourraient être apportées par ces pères. Mais on va également voir certains pères qui, eux, vont partager leurs inquiétudes et ils vont être plutôt définis comme des pères partageurs. Et on voit qu'effectivement, ce partage des inquiétudes va venir vraiment soutenir la triade en tant que partenaire vraiment de cette coparentalité. Il va venir soutenir l'alliance parentale. Devenir père lors d'une naissance prématurée, c'est un contexte très singulier également, puisqu'on remarque que l'engagement précoce du père qui va être demandé dans ce contexte justement de prématurité, c'est un père finalement prématuré, plus qu'un père d'enfant prématuré. Et donc du coup, on amène un modèle de rôle parentaux qui va être non traditionnel. Souvent, le père est le premier présent auprès de l'enfant. Et donc, du coup, ça lui demande à s'engager plus précocement auprès de l'enfant dans les soins qu'il va donner à l'enfant. Et il va également, par exemple, durant l'hospitalisation maternelle, être amené à devoir assurer la continuité de la relation parent-enfant. On voit aussi dans la littérature qu'on parle d'un père messager, d'un père pont de vie, qui est pour venir faire le lien entre la mère et l'enfant, venir passer les messages de l'état de santé de l'un vers l'autre. Et donc, cette prématurité, ce contexte de vulnérabilité développementale de l'enfant, certes, mais également de vulnérabilité émotionnelle parentale, amène donc un véritable défi pour l'expérience paternelle. Ce qu'on relève, c'est que cet engagement du père dans les soins portés à l'enfant va vraiment dépendre et va vraiment être soutenu par le soutien social, donc à la fois familial et amical, mais surtout par le soutien qui va être apporté par les professionnels ayant en charge l'enfant. Et effectivement, en apportant une information claire et précise de l'état de santé et des soins dont doit bénéficier l'enfant, eh bien, l'équipe soignante va contribuer directement à diminuer le stress rapporté par ses parents, à favoriser l'implication du père dans les soins, et du coup, ça en lui donnant l'impression de mieux contrôler la situation. Et donc, ce qui ressort, c'est que plusieurs pères ont parfois l'impression de ne pas être considérés comme un partenaire de soins de cet enfant par l'équipe soignante, de ne pas être assez considérés, même tout simplement par l'équipe soignante, puisque c'est souvent la mère qui est considérée comme le donneur de soins principal. Pourtant, l'analyse de l'expérience paternelle montre bien que ça a un apport vraiment positif, le fait d'apporter du soutien social perçu vraiment par le père et l'importance de la relation entre le père et l'équipe soignante. Alors, pourquoi soutenir autant la mise en place des interactions père-bébé prématuré ? Eh bien, on va prendre l'exemple du pot à pot, qui est l'un des premiers et des soins majoritairement qui est proposé aux parents dans les rares soins qui lui sont, enfin aux pères dans les rares soins qui lui sont proposés. Eh bien, en impliquant le père dans justement la mise en place de ces interactions, on va favoriser les échanges proximaux. Donc, améliorer les interactions par les apports multidimensionnels, le contact œil à œil, le discours dirigé à l'enfant, tous ces échanges aussi sensoriels, voilà, le toucher, la caresse. Et également, quand je parle sensoriel, ça peut être aussi par le discours affectif et affectueux qui est porté à l'enfant. Et donc, on augmente l'expérience paternelle. Voilà, je sais faire, je fais, je suis en train de faire. Et toute cette donnée expérientielle va renforcer son sentiment de compétence parentale. Je peux faire. Et donc, du coup, également, lui donner une meilleure sensation de contrôle sur la situation, puisqu'il est aussi acteur finalement de la prise en soin de cet enfant. Et à plus long terme, du coup, favoriser les interactions plus optimales entre le père et l'enfant, ça va venir en faveur d'une représentation plus optimale aussi des besoins et des compétences de cet enfant qui peut parfois être considéré comme vulnérable, cet enfant prématuré. Quand je parle de représentation que le parent se fait, je parle d'images conscientes ou inconscientes qu'on va se faire de nous, notre rôle parental, mais aussi de cet enfant
Qui est-il? Comment est-il? Quelles sont ses caractéristiques aussi interactives? Et on remarque donc à court terme, par exemple, du bénéfice de ces interactions favorisées, on va remarquer un effet vraiment valorisant sur la mise en place de ce bonding. Alors, si on questionne justement cette prématurité et l'influence sur le rôle du père, eh bien, on remarque, pour un petit peu synthétiser, qu'effectivement, il semble apparaître un modèle non traditionnel de la répartition de ces rôles parentaux. Et en tout cas, ça va demander un ajustement du caregiving paternel qui va être plus précocement à l'œuvre dans les soins pendant la période périnatale. Et tous ces éléments, ce sont des facteurs de protection, des éléments positifs en faveur d'un facteur de protection venant de la part de cet engagement paternel. Et on remarque donc un effet à plus court terme de cet engagement dans les soins avec ce bonding, mais également à plus long terme, on remarque également un effet positif sur le développement du socio-émotionnel de l'enfant, puisqu'on remarque que le père, en tant que partenaire triadique, eh bien, va venir également jouer un rôle dans cette relation coparentale qui se dessine avec la mère. Et donc, du coup, on vient soutenir la dynamique triadique. Et donc, du coup, également, on ressort avec cette revue de Larson, également des effets de la prématurité sur la triade au-delà des 2 et 3 ans de l'enfant. Alors, une première piste de réflexion qui pourrait être, en tout cas qui ressort, c'est l'idée de tenir compte de stratégies compensatoires mais complémentaires, à la fois adoptées par la mère et le père. Et effectivement, on remarque dans l'étude de Ruiz qu'il y a des préoccupations différentes qui sont émergentes dans le discours de la mère et du père, avec notamment ce père qui va être particulièrement préoccupé par son rôle paternel en tant que père et par les activités qu'il pourrait faire avec son enfant. Et c'est ce qu'on est justement en train d'étudier dans le cadre de mon travail de thèse sur les capacités de mentalisation à la fois de la mère et du père dans le cas de prématurité, pour essayer de montrer à quel point aussi finalement le père apporte peut-être également un facteur de protection pour le développement des interactions et le développement socio-émotionnel de l'enfant prématuré. Alors, merci Améline. Donc, dans les contextes de surdité, on peut de la même façon finalement constater que ce sont des situations de vulnérabilité, à la fois développementale donc pour l'enfant, mais aussi parentale, et donc parentale pour le père. Ce qu'il faut d'abord savoir, parce que la surdité est probablement un petit peu moins médiatisée, c'est qu'il y a dans le monde 1,5 milliard de personnes qui sont atteintes de surdité. Donc, nos recherches se font en France. En France, il y a 7 millions de personnes et il y a un enfant sur 1000 qui naît avec une surdité, ce qui en fait donc le handicap sensoriel le plus fréquent. Ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'il y a 90% des parents d'enfants sourds qui sont entendants et donc ils sont inexpérimentés sur la surdité et sur ses conséquences. Au demeurant, donc, on sait que les surdités, elles ont un impact, elles engagent le développement de l'enfant, que ce soit dans des domaines donc, langagiers nécessairement, mais aussi cognitifs et socio-affectifs. Mais finalement, dans les problématiques en santé actuelles, les problématiques politiques, avec notamment les programmes pour les 1000 premiers jours de vie, on s'intéresse à savoir quels facteurs permettraient de favoriser le développement de l'enfant, et donc, dans son environnement, nécessairement les parents, pas que la mère, mais aussi le père. Dans les 50 dernières années, il y a seulement 37 études qui se sont intéressées aux pères d'enfants sourds. Okay. Or, même si des similarités existent entre l'expérience et le vécu des pères et des mères, eh ben, on observe aussi beaucoup de différences et on ne peut pas considérer que les deux parents soient interchangeables. Assez récemment, donc en 2018, Mavrogiani et Lampropoulou ont constaté que les pères d'enfants sourds présentaient plus de stress lié à leur rôle parental que les pères d'enfants entendants. Et on a mené une recherche en mesurant le stress donc, des deux parents, mais on a surtout constaté donc, qu'il y avait une homogénéité dans les scores de stress chez les pères comparés aux mères. Ça pourrait être expliqué par le fait que les pères ils ont tendance à sous-exprimer leur stress pour se protéger eux-mêmes, mais aussi pour protéger leur compagne, ce qui serait à l'origine finalement de ces profils de stress plus normalisés. Il ne faut pas oublier aussi nécessairement le contexte théorique et culturel actuel, qui fait que les recherches elles ont eu tendance à se focaliser sur le fonctionnement et l'expérience des mères, alors même qu'on sait maintenant qu'il y a vraiment des différences entre les deux parents.
On a mesuré un deuxième indicateur qui est donc le besoin en soutien social chez les pères d'enfants sourds, encore une fois, avec cet outil, le Family Need Survey. Ce qu'on a constaté, c'est que dans les 10 besoins prioritaires des pères d'enfants sourds, on observe majoritairement donc 9 des besoins sur les 10 qui sont des besoins en soutien social formel, donc les besoins apportés par les professionnels de santé. Principalement, on a observé qu'ils avaient besoin d'informations sur la pathologie de leur enfant et sur les services qui étaient disponibles, mais aussi besoin de plus de temps pour échanger avec les professionnels de santé qui prennent en charge l'enfant. Et il y a un autre élément qui est important, c'est un besoin en aide financière, puisque les programmes, les processus de réhabilitation de l'audition engendrent des coûts, même s'ils sont un peu pris en charge par la sécurité sociale en France, il reste des frais importants à la charge de la famille. Et il y a un des 10 besoins prioritaires qui est un besoin en soutien social informel, donc c'est des soutiens qui sont apportés plus par les proches. Et ici, donc le besoin prioritaire qui est exprimé par les pères, c'est les besoins d'avoir des temps d'échange pour discuter avec des pères qui sont dans la même situation qu'eux. Ce qu'on peut voir de façon évidente, c'est que les pères, ils ont tendance à beaucoup exprimer de besoins en soutien social formel. C'est assez cohérent, notamment avec le fait que finalement, c'est plus facile pour eux à attendre, et notamment parce que les informations sur la santé de l'enfant, elles sont données par les professionnels aux mères. Donc les mères reçoivent les informations de la part des professionnels, alors que les pères, eux, reçoivent les informations de la part des mères. Donc on voit ici déjà une différence dans les pratiques. Et aussi, donc, la sous-expression potentielle des besoins en soutien social informel, elle pourrait venir du fait que c'est plus difficile à exprimer pour eux, et notamment du fait du contexte culturel, encore une fois, qui tend à stigmatiser les émotions des hommes. On a mis en lien ces deux indicateurs, et ce qu'on a remarqué, c'est que les pères qui avaient des scores de stress, donc à l'indice de stress parental supérieur à la norme, étaient aussi les pères donc qui exprimaient le plus de besoins dans les différentes catégories qui sont affichées ici. Ce qu'on peut voir donc à l'extérieur, ces pères qui ont le plus de stress et donc le plus de besoins. Il y a deux hypothèses qui peuvent être faites. Déjà que les pères qui sont les plus stressés, c'est aussi ceux qui vont exprimer plus de besoins en soutien social, mais aussi à l'inverse finalement que les pères qui ont le plus de besoins en soutien social, du fait potentiellement d'un manque d'accompagnement qui soit adapté, sont aussi ceux qui vont développer le plus de stress. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir considérer, d'évaluer ces besoins et ce stress chez les pères pour pouvoir leur fournir du soutien adapté en espérant donc une diminution de leur stress et une amélioration globale de leur bien-être. Il y a deux autres notions qui sont intéressantes chez ces pères d'enfants sourds, c'est l'implication et le sentiment d'auto-efficacité, puisque très récemment, donc en 2019, une étude a montré que 76% des pères ne s'impliquaient jamais dans les soins précoces pour leur enfant sourd. Donc 3 pères sur 4, ce qui est quand même énorme. Et finalement, dans le contexte des surdités, ce qu'on voit, c'est plutôt un renforcement des rôles traditionnels parentaux. De façon générale, même au quotidien, les pères, ils ont tendance à moins s'impliquer et ils ont aussi un moins bon sentiment d'auto-efficacité. Mais ces deux notions, elles sont vraiment en lien puisqu'on a pu constater donc, que plus les pères s'impliquaient auprès de leur enfant sourd et meilleur était leur sentiment d'auto-efficacité. Aussi, dans cette notion d'implication, ce qui est intéressant pour les professionnels, c'est de voir que plus on aide les pères à s'impliquer auprès de l'enfant, plus ça va favoriser des moments d'échange, donc d'interaction précoce, ce qui serait aussi en lien potentiellement avec un meilleur développement des liens d'attachement. Et dans notre étude, encore une fois, on a montré que les pères, ils exprimaient des liens d'attachement moins forts avec leur enfant, un lien émotionnel moins fort avec leur enfant. Mais au final, alors, pourquoi soutenir les pères ? Eh bien déjà parce qu'en leur fournissant donc, une information qui soit précise et réaliste sur la situation de leur enfant, que ce soit dans le cas de surdité ou de prématurité, on peut envisager une réduction du stress paternel, mais aussi donc un encouragement à plus d'implication pour les pères, ce qui permettrait d'augmenter leur sentiment d'auto-efficacité et ainsi aussi de multiplier les interactions précoces père-bébé, père-enfant. Tous ces facteurs favorisés, finalement, ils permettraient une augmentation de la sensibilité paternelle, ce qui permettrait aux différentes étapes du développement de l'enfant que les pères développent des représentations parentales plus proches de ce qu'est l'enfant, donc de la réalité.
Et ainsi, finalement, soutenir le bien-être des mères, mais aussi nécessairement des pères, ça permettrait le développement de dynamiques et de liens de coparentalité plus efficaces, plus effectifs. Mais au final, comment intervenir auprès des pères? Je pense que vous en avez probablement tous fait le constat, c'est assez difficile en recherche et en clinique. On a plusieurs pistes à vous proposer. Donc déjà, engager les pères, leur proposer de participer aux soins précoces, et notamment avec des horaires de rendez-vous adaptés à leur situation professionnelle, parce qu'on a pu constater que c'était un frein important. Il faut aussi leur fournir un soutien social formel, donc de la part des professionnels, vraiment focalisé sur de l'information qui soit précise et non biaisée sur la situation de l'enfant. Dans les services de soins, autant que possible, proposer des moments d'échange entre pairs qui vivent la même situation. Et aussi continuer à évaluer et à identifier les besoins spécifiques aux pères, puisqu'on sait donc qu'il y a une double symptomatologie entre père et mère. Et ainsi, on pourrait adapter au mieux les prises en charge qui sont proposées aussi aux pères. De façon générale, il faut continuer à considérer les dyades, la triade et le couple pour réussir à soutenir ces familles. Et aussi proposer du soutien, pourquoi pas, à tous les proches qui font partie de l'environnement de l'enfant dans ces situations de vulnérabilité qui peuvent impacter donc l'environnement plus large. Et de façon générale aussi valoriser le père dans ses compétences, puisqu'on sait qu'entre implication et sentiment d'auto-efficacité, il y a des ponts dans les deux sens. Donc valoriser les pères dans leurs compétences permettrait aussi une meilleure implication potentiellement. Et on vous invite aussi à repenser finalement cette place des pères en arrêtant de penser et de se focaliser uniquement sur les risques liés à l'absence des pères, mais plus à valoriser les bénéfices de leur présence. Et donc, comme on a pu voir dans ces deux situations de vulnérabilité, l'une qui tend à plutôt renforcer les rôles parentaux traditionnels et l'autre qui montre donc, dans les interactions précoces un inversement des rôles parentaux. Que finalement, on doit continuer à se questionner sur la problématique de comment rétablir la place des pères auprès de l'enfant. Et on espère donc que notre intervention permettra de développer des perspectives de recherche futures. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sophie Arnaudot, je suis doctorante en psychologie du développement au sein du laboratoire Psytech de l'Université de Lille. Cette présentation, elle est réalisée dans le cadre du projet DATE, signifiant Digital Devices, Attachment, Technoference and Emotion, et dans le cadre de mon travail de thèse concernant les usages numériques et le développement socio-émotionnel du jeune enfant, sous la direction de Marie Danet et de Claire Hofer. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux premiers résultats, au premier temps de mesure de l'étude concernant les liens entre le stress parental, la technoférence et l'attachement de l'enfant. L'INSEE, en 2019, estimait que 82% des familles possèdent au moins un appareil numérique et les adultes utilisent ces outils en moyenne 5 heures par jour. Les outils numériques sont ainsi devenus omniprésents dans la vie familiale moderne. Si les familles peuvent tisser des liens autour d'une utilisation commune de la technologie, comme regarder la télévision ou jouer à des jeux vidéo, les appareils technologiques peuvent également interrompre ou déborder sur le temps parent-enfant. McDaniel et Coyne, en 2016, ont évoqué le terme d'interférence technologique ou de technoférence pour désigner ces interférences, intrusions et perturbations quotidiennes au sein des échanges interpersonnels. Ces brèves interruptions peuvent être observées lorsque le parent interrompt un échange en cours avec son enfant, donc par exemple pour répondre à un appel, pour vérifier une notification d'email tout en jouant avec son enfant, faire défiler les médias sociaux pendant le repas ou encore lire ou répondre à un message. Un des principaux sujets de préoccupation concernant les distractions parentales dues aux outils numériques est l'effet que ces interactions parent-enfant diminuées pourraient avoir sur le développement de l'enfant. La réduction ou le retrait de l'attention envers l'enfant dû à la technoférence pourrait être une entrave à la qualité de la parentalité et au développement socio-émotionnel et notamment l'attachement de l'enfant qui repose en partie sur la qualité de la relation parent-enfant. Comme les enfants sont susceptibles de passer beaucoup de temps à la maison avec leurs parents avant d'entrer à l'école, il nous semble essentiel d'étudier l'influence de la technoférence au cours des premières années. En effet, l'attachement s'établit pendant les 3 premières années de vie et repose en partie sur la sensibilité parentale. La capacité des parents à percevoir les signaux de l'enfant, de les lire correctement et d'y répondre de manière opportune et adéquate.
Avec l'augmentation de l'utilisation des outils technologiques, les parents pourraient être moins conscients des signaux de besoin de leurs enfants lorsqu'ils sont distraits par ces outils et par conséquent moins sensibles dans leurs réponses. Cependant, peu d'études ont exploré les liens entre l'attachement et la technoférence parentale. Pourtant, l'attachement, il instaure les bases pour les futures relations interpersonnelles et les enfants qui ont une bonne expérience d'attachement auraient moins de comportements internalisés et externalisés. Il semble également important de prendre en compte les facteurs favorisant la présence de technoférence parentale. Donc c'est pour cela que nous avons fait une première étude préliminaire auprès de 66 parents d'enfants de 1 à 3 ans qui avait comme objectif d'explorer entre autres les liens entre la technoférence parentale, le stress ressenti par les parents et le comportement d'attachement des enfants. Les principaux résultats ont montré que plus le parent manifeste des symptômes de stress et plus la technoférence est présente au sein de la relation parent-enfant. Également, plus la technoférence était présente au sein de la relation et moins les comportements d'attachement de l'enfant étaient sécurisés. Cependant, la mesure du stress était une mesure de stress générale qui n'était pas spécifique au stress relatif à l'éducation de son enfant. De plus, cette étude a été transversale et les associations pourraient être plus complexes. Elles pourraient être bidirectionnelles ou encore plus complexes. Les parents ayant un enfant insécure pourraient ressentir plus de stress parental, ce qui pourrait donner lieu à plus de comportements de technoférence. Ou encore, le stress parental pourrait induire plus de comportements de technoférence qui pourraient réduire la sécurité d'attachement de l'enfant. Les facteurs susceptibles d'exacerber la technoférence parentale restent donc peu connus. Néanmoins, le stress parental, qui se définit comme un état de malaise psychologique relié au domaine spécifique de l'éducation de l'enfant, semble occuper une place prépondérante. L'étude de Odor et ses collaborateurs en 2016 a révélé que les parents utilisent parfois les appareils mobiles comme un moyen de se retirer des tâches pour faire face à leur stress parental et trouver du temps pour soi au milieu des exigences parentales. Donc les parents utilisent les outils numériques comme un moyen d'abaisser les tensions, mais ils perçoivent également ces appareils comme une source de stress. Des travaux longitudinaux sur plusieurs mois suggèrent que le fait d'éprouver un plus grand stress parental peut augmenter l'utilisation du téléphone par les parents en présence de l'enfant, ce qui peut ensuite exacerber les comportements problèmes de l'enfant. Des travaux antérieurs ont suggéré que si les enfants n'obtiennent pas de réponse ou une réponse faible à leur tentative de communication et d'expression de leurs besoins émotionnels, ils peuvent augmenter l'intensité de leurs demandes. Un manque de réponse aux besoins de l'enfant est associé à un risque plus élevé qu'il développe un comportement problématique. Donc, notre objectif pour cette présente étude est d'explorer les relations entre le stress parental, les comportements de technoférence parentaux et le comportement d'attachement de l'enfant dans une étude longitudinale à 2 temps de mesure. Aujourd'hui, on va évoquer le premier temps de mesure. Nous attendions à ce que, au plus les parents rapportent du stress parental et plus ils rapportent des comportements de technoférence. Et plus les parents présentaient des comportements de technoférence, et moins les enfants vont présenter un comportement d'attachement sécure. Les parents ont été recrutés à partir de plusieurs lieux d'interaction parents-enfants, comme les crèches, les médiathèques et les PMI. Également, on a utilisé les réseaux sociaux afin de solliciter la participation à l'étude, notamment sur des groupes de parents ou des associations. Les passations sont toujours en cours, mais pour l'instant, les participants viennent de toute la France. Les parents venaient majoritairement de l'Hérault, du Nord et du Pas-de-Calais. Nous avons interrogé qu'un seul des parents par foyer. L'échantillon actuel, il est composé de 52 parents d'âge moyen de 34 ans. 41 participants étaient des mères et 11 étaient des pères d'enfants âgés du coup de 12 à 28 mois. L'âge moyen des enfants était de 21 mois et 27 enfants étaient des garçons et 25 des filles. Donc les parents ont répondu à un questionnaire sur la perception de la technoférence, sur la fréquence de la technoférence. Ils ont également été interrogés sur leur stress parental et sur le comportement d'attachement de l'enfant qui est évalué à l'aide d'un Q-sort. Donc c'est un tri de cartes où le parent va trier des cartes qui sont relatives aux caractéristiques comportementales de leur enfant en ce qui concerne l'attachement. En vrai, faux, non pertinent pour le premier tri du mois. Donc nous pouvons voir que plus le parent présente du stress parental et plus il y a effectivement de la technoférence au sein de la relation parent-enfant. Également, on peut voir que les comportements de technoférence parentaux ne sont pas corrélés à l'attachement au sein des résultats préliminaires de ce premier temps de mesure, contrairement à la précédente étude.
Donc cette étude, elle nous a quand même permis de confirmer une association entre les comportements de technoférence parentaux et le stress parental chez les parents de jeunes enfants de 12 à 28 mois dans une population française. Nos résultats ils coïncident avec les travaux de Odor et ses collaborateurs et de McDaniel et Radiski, qui ont montré qu'éprouver un plus grand stress parental peut conduire les parents à utiliser davantage leur téléphone en présence de leurs enfants. Ce comportement il pourrait être associé à une échappatoire virtuelle pour faire face à son stress et se libérer de certaines tâches parentales. L'utilisation d'Internet par les jeunes parents leur apporte un sentiment de bien-être et par cet outil numérique, ils peuvent trouver des conseils, partager leurs émotions et leurs inquiétudes. Donc l'utilisation d'un appareil, ça peut fournir du soutien social et des pauses parentales. Donc cependant, contrairement à la précédente étude, on n'a pas relevé d'association entre la technoférence parentale et le comportement d'attachement de l'enfant. Néanmoins, on peut relever certaines limites à notre échantillon actuel. Donc tout d'abord, on a quand même un petit échantillon avec 52 participants. Et il y a également un biais de genre avec une majorité de femmes pour seulement 21% d'hommes. Et selon l'étude de Balta et ses collaborateurs en 2020, ce sont les femmes qui démontrent une plus grande propension au comportement de technoférence. Donc peut-être qu'avec une plus grande population masculine au sein de l'échantillon, on aurait relevé moins de comportements de technoférence et une plus faible association avec le stress parental. Également, le revenu moyen des foyers était de 4 340 € par mois, et donc nettement supérieur à la moyenne nationale. Oui. Et les catégories socio-professionnelles étaient élevées. Le Pew Research Center a révélé en 2020 que les parents ayant fait des études supérieures, par rapport à ceux qui ont fait des études secondaires ou moins, sont plus susceptibles de dire qu'ils passent trop de temps sur leur smartphone. De plus, certains métiers, comme les cadres, que nous retrouvons largement dans notre échantillon, sont peut-être plus susceptibles d'utiliser la technologie à des fins professionnelles, y compris au domicile. Donc peut-être qu'avec un échantillon de parents de catégories socio-professionnelles moins élevées, on aurait retrouvé moins de comportements de technoférence, mais peut-être davantage de stress parental, puisque peuvent s'ajouter les facteurs économiques au stress relatif à l'éducation de son enfant. Donc en outre, l'étude elle est toujours en cours. Il s'agit du premier temps de mesure d'une étude longitudinale. Ce sont des corrélations, et donc nous n'avons pas de relation de cause à effet. Donc il faudra attendre les résultats de notre deuxième temps de mesure afin de pouvoir répondre à nos hypothèses et de mieux comprendre la dynamique des interactions. Le lien entre le comportement d'attachement et la technoférence pourrait au moins en partie être expliqué par le stress parental. Donc nous attendons à ce que le comportement d'attachement va prédire le stress parental et que le stress parental prédise la technoférence. Et le lien entre le stress parental et le comportement d'attachement pourrait au moins en partie être expliqué par la technoférence. Donc nous attendons à ce que le stress parental prédise la technoférence qui prédise le comportement d'attachement. Donc le stress parental pourrait être un précurseur au comportement de technoférence. Ainsi, ce projet est extrêmement pertinent pour les préoccupations actuelles sur la compétence parentale et l'identification des facteurs de risque et de protection pour les trajectoires de développement des enfants. Il contribue à une meilleure compréhension des contextes qui favorisent ou entravent l'utilisation consciente des technologies de l'information et de la communication. Travailler sur le stress parental pourrait être un levier pour agir en faveur d'une utilisation raisonnée des écrans par le parent. Une meilleure compréhension du rôle du stress parental pourrait donner des pistes thérapeutiques pour travailler sur les comportements de technoférence et permettra de faire des propositions d'intervention et de prévention solides. Il existe notamment des interventions préventives ou thérapeutiques de groupe dont le but est de développer une attitude d'autocompassion ou d'entraîner à la pleine conscience qui ont montré des résultats sur la diminution du stress par les professionnels en institution. Ces interventions pourraient également être utiles au sein de groupes de parents pour travailler sur le stress parental. Étant donné l'importance des interactions parents-enfants de qualité pour le développement cognitif et socio-émotionnel des enfants, il est essentiel d'accorder plus d'attention à ces questions. La recherche examinant l'effet de l'utilisation des outils numériques par le parent sur le développement de l'enfant en est à ses débuts. En raison du manque de données longitudinales, l'impact de l'utilisation sur le développement socio-émotionnel au cours des premières années de l'enfant est encore mal compris. Donc cette étude longitudinale, elle nous permettra de mieux connaître les facteurs de vulnérabilité, mais également les facteurs de protection, tels que l'interaction parent-enfant lors de l'utilisation d'un écran. Les résultats vont également permettre d'informer le grand public sur la technoférence, donc les parents et futurs parents, les personnels éducatifs et les professionnels de santé. Il pourrait être utilisé comme argument pour sensibiliser les parents concernant leur propre usage des écrans et l'influence de leur attitude envers les écrans sur le comportement futur de leurs enfants. Les résultats permettraient également de concevoir des mesures préventives.
La formation des professionnels de santé sur ce sujet semble indispensable pour qu'une prévention primaire et secondaire soit faite en consultation, ainsi que des actions auprès des écoles pour sensibiliser les parents et les enseignants. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Marie Danet, je participe au projet DATE que je coordonne du coup avec Claire Hofer. Donc Sophie a déjà du coup défini l'acronyme, donc du coup ça va m'économiser cet aspect. Alors, des éléments de contexte qui ont été rappelés par Sophie et également lors de la session d'hier, hein, c'est que les outils numériques aujourd'hui sont vraiment omniprésents dans les familles, avec des utilisations très importantes par les parents, par les enfants. Là, on voit 84% des petits de 2 ans qui regardent la télévision au moins une fois par semaine, sachant que ce sont des résultats de la cohorte ELF, dont les enfants sont nés en 2011. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu changé de paradigme, même si voilà, la télévision reste encore le média principal des moins de 2 ans. Voilà, il y a probablement le problème, c'est qu'en France, on manque d'études vraiment épidémiologiques pour avoir des résultats d'ampleur. Alors, pour ce qui est de l'utilisation des outils numériques par les enfants, il commence à y avoir des petits points d'inquiétude. Alors, le problème, c'est que ça a été souligné hier aussi, la plupart des études sont corrélationnelles, hein, très peu d'études longitudinales. Et surtout, la question de des usages numériques, elle est beaucoup plus complexe que juste utiliser un écran et que ça s'inscrit vraiment dans un contexte global. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même, chez les tout-petits en tout cas, hein, des effets de l'utilisation des écrans, notamment en termes de langage, de sommeil, aussi un petit peu en termes de comportement externalisé. Donc ça, c'était une étude longitudinale de MacArthur, même si on sait aussi que les enfants qui ont des comportements externalisés sont aussi ceux à qui on donne le plus d'outils numériques. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué. Après, on voit que tout ce qui est aussi au niveau du développement moteur, hein, cette étude longitudinale a pu mettre en évidence des difficultés chez les enfants. Mais voilà, ça reste une étude et on est encore loin d'être dans quelque chose de l'ordre du consensus. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, la question des outils, enfin des usages numériques par l'enfant est très dépendante du contexte. Hein, Barr l'a rappelé. On ne peut pas juste prendre le fait d'utiliser ou non, il faut voir dans quel contexte ça s'inscrit, la durée d'utilisation certes, mais aussi bien sûr les contenus. Alors on a évalué les contenus, mais je ne vais pas vous présenter ça aujourd'hui parce qu'on est encore en cours de passation et d'analyse. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont vraiment importantes à prendre en compte. Aussi, tout ce qui va être, donc parmi les facteurs qui sont essentiels à prendre en compte, on va avoir toutes les caractéristiques de l'enfant. On sait qu'en fonction de certaines caractéristiques propres à l'enfant, l'utilisation des outils numériques aussi va varier. Par exemple, le fonctionnement exécutif des enfants. Les enfants qui peuvent avoir des difficultés en fonctionnement exécutif peuvent être exposés plus souvent aux outils numériques. De même, une plus forte exposition peut aussi ralentir, donc ça c'est quelques données longitudinales qui commencent à émerger, peuvent aussi ralentir le développement des fonctions exécutives. Les comportements difficiles que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, donc là c'est aussi quelque chose de longitudinal. En même temps, les enfants qui ont des comportements difficiles sont plus exposés aux outils numériques, mais en même temps, le fait d'être plus exposé aux outils numériques ne va pas forcément aider les troubles du comportement. Et le tempérament aussi, hein, les enfants qui vont avoir des tempéraments un petit peu plus difficiles avec moins d'autorégulation sont aussi ceux à qui les parents vont plus facilement donner un outil numérique. Donc c'est vraiment, là on est sur du 2-5 ans. Les caractéristiques du parent sont aussi à prendre en compte. Donc, par exemple, le stress. Alors, en particulier, le stress parental, on sait qu'il y a quelques études là aussi. Quand je dis on sait, c'est que c'est loin d'être là aussi un consensus. Hein, on est encore sur du démarrage. Le stress parental est associé au fait que les parents vont plus facilement donner un outil numérique à leur enfant pour avoir un petit peu de souffler, avoir un petit peu de temps pour eux. La dépression maternelle est aussi associée au fait de donner plus souvent un outil numérique à son enfant, ce qui augmente du coup les temps d'utilisation de l'enfant. Pour l'anxiété, c'est un peu moins, l'anxiété chez le parent, c'est un peu moins présent. Les pratiques parentales aussi, donc ça, c'est plutôt des choses qu'on essaye d'explorer justement.
en fonction des émotions, en fonction de la façon dont les parents peuvent faire face aux émotions négatives de leur enfant. Notre idée, c'est un petit peu de se dire que peut-être ça peut avoir un impact sur le fait de donner ou non un outil numérique à son enfant. C'est-à-dire, est-ce que les émotions négatives de mon enfant me sont problématiques, ou est-ce que finalement ça va, je peux faire avec, je peux l'encourager à s'exprimer, etc. Et sachant que aussi, quand on parle de pratique parentale, on parle aussi de pratique parentale numérique, c'est-à-dire le fait d'utiliser un outil numérique pour calmer son enfant, pour avoir du temps libre, ou aussi pour réguler, réduire ses affects négatifs. Donc ça, ce sont les objectifs, l'objectif général du projet DATE. Donc c'est un projet assez large pour lequel on est encore en cours de recrutement. Et c'est donc pour ce projet-là que l'année dernière, on s'est focalisé pour une partie sur les papas et pour une autre partie sur les familles plus défavorisées. Donc on a vraiment ciblé des lieux de recrutement avec des familles en difficulté pour essayer d'équilibrer un petit peu l'échantillon. Bon, on n'a pas encore toutes les données. Donc dans ce projet DATE, on évalue donc les comportements d'attachement des enfants, l'usage des outils numériques par les parents et par l'enfant, les compétences sociales et émotionnelles de l'enfant. Et donc on essaye de prendre en compte tout ce qui est environnement économique, tempérament de l'enfant, donc réaction parentale aux émotions négatives. On travaille aussi sur la représentation mentale des parents. Donc ça, c'est avec un entretien où on demande aux parents quelle représentation il a de son enfant. C'est un entretien assez long. Et également les états émotionnels de l'enfant. Donc à terme, l'idée, ce serait vraiment de pouvoir mettre en place un modèle d'équation structurelle pour essayer de comprendre comment toutes ces variables peuvent interagir et ce qui peut être vulnérabilisant pour le développement de l'enfant, donc en lien avec les outils numériques. Donc pour ce qui est de la présentation aujourd'hui, donc on s'est intéressé à essayer d'explorer un petit peu les facteurs qui pouvaient être liés à l'utilisation des médias chez l'enfant. Donc on a séparé les appareils mobiles et la télévision dans l'évaluation des temps d'écran. Je reviendrai dessus. Donc, on s'est intéressé au tempérament, aux états émotionnels parentaux, aux pratiques parentales numériques et aux pratiques parentales liées aux émotions négatives de l'enfant. Donc, les résultats que je vous présente aujourd'hui portent sur 57 familles, donc 51 mères. Voilà, on reste dans la thématique. Donc avec des enfants âgés de 27 mois en moyenne. Et dans les mesures qu'on a utilisées, donc pour le développement social et émotionnel, on a utilisé la BITSI qui nous permet d'avoir un score de compétences sociales et émotionnelles et un score de problèmes socio-émotionnels. On a utilisé le CBQ pour le tempérament. On a évalué les usages numériques des parents et des enfants donc pendant la semaine et pendant le week-end. Donc on a fait un score après qui compense un petit peu les deux, le x5 pour les jours de semaine et x2 pour les jours de week-end. Après on a fait une moyenne. Les émotions des parents ont été évaluées par la DAS 21. Les réactions aux émotions de l'enfant ont été évaluées par le CTNES. Et donc les pratiques numériques parentales ont été évaluées par un questionnaire qu'on a fait donc, avec ma collègue Claire Hofer. Alors, parmi les résultats préliminaires, donc, ce sont des études, ce sont des corrélations, avec toutes les limites qu'on a déjà évoquées au cours de ce congrès. Donc, on a pu observer que les caractéristiques du tout petit, donc aussi bien le tempérament que les compétences et les problèmes socio-émotionnels, n'étaient pas liés aux pratiques numériques parentales dans notre échantillon. Donc, par exemple, le fait de proposer un outil numérique à son enfant pour faire face à ses comportements difficiles ou faire face à ses émotions négatives ou même avoir du temps libre, n'était pas lié non plus au temps d'écran des tout-petits. Et la seule exception qu'on a observée, c'est l'autorégulation des enfants qui était liée à plus de temps de télévision, c'est-à-dire moins les enfants avaient de capacité d'autorégulation et plus ils avaient un niveau élevé d'utilisation de la télévision. Donc pour ce qui est des pratiques parentales, elles étaient liées aux émotions, aux états émotionnels négatifs du parent, donc en particulier pour l'anxiété, c'est-à-dire que c'est vraiment l'anxiété qui était plus liée au fait
essayer d'encourager ou non les comportements, les expressions de l'enfant ou satisfaire ses demandes. Donc, par exemple, l'enfant qui est chez le médecin, il pleure, il ne veut pas aller à la consultation, le parent dit « ok, on n'y va pas ». Donc voilà, vraiment de la satisfaction des besoins du parent. La dépression était un peu moins liée et pour le coup, on n'avait pas de lien entre le stress chez le parent. Donc je rappelle, c'est une mesure de stress général, pas un stress parental. Et les pratiques parentales liées aux usages numériques. Donc les pratiques parentales numériques étaient aussi donc liées à la capacité ou non, en tout cas à la façon dont les parents peuvent faire face aux émotions négatives des tout-petits, donc soit l'encouragement de l'expression émotionnelle, soit l'exaucement de souhait. En fait, c'est grant wishes et j'ai toujours du mal. Alors, vous allez voir 4 traductions différentes. Je ne sais pas comment, si vous avez des idées de traduction, je suis preneuse. Donc voilà, le fait de vraiment satisfaire la demande de l'enfant, même quand ce n'est pas dans des situations adaptées. Et donc, les pratiques parentales numériques étaient liées aussi, bien sûr, au temps d'écran de l'enfant, donc aussi bien usage mobile que usage de la télévision. Donc, plus les parents vont avoir tendance à utiliser un écran pour gérer les émotions négatives, pour gérer les comportements difficiles ou pour avoir du temps, eh bien, on va retrouver que ça va être associé à plus de temps d'écran, aussi bien télé que mobile, chez les petits. Alors, on a aussi fait des modèles de médiation, donc selon le modèle avec le macro-process de AES. Et donc là, on a observé une médiation du lien entre l'encouragement à l'expression émotionnelle et le temps d'écran de l'enfant, aussi bien pour la télévision que pour l'usage des mobiles, par l'utilisation des écrans pour faire face aux émotions négatives de l'enfant. Donc, c'est-à-dire, moins les parents ont tendance à encourager l'expression émotionnelle de leur enfant quand ils expriment des affects négatifs, et bien plus ils vont avoir tendance à recourir à un écran quand l'enfant manifeste des émotions négatives, ce qui amène du coup un temps d'écran chez l'enfant plus important, aussi bien la télévision que le mobile. On a également une médiation, donc pareil, par cet usage des outils numériques pour faire face aux émotions négatives de l'enfant. Donc, de la relation entre réaction parentale de la satisfaction des désirs, vous voyez, une nouvelle traduction, grant wishes, et le temps d'écran. C'est-à-dire, plus les parents vont avoir tendance, face aux émotions négatives de l'enfant, à aller dans le sens de l'enfant, même si la situation n'est pas adaptée, et plus ils vont aussi recourir aux outils numériques pour calmer l'enfant, pour faire face aux émotions négatives de l'enfant, ce qui amène dans ce modèle à plus de temps d'écran chez l'enfant, donc mobile et télévision. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces résultats? Donc, le fait que, contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, les compétences et les problèmes socio-émotionnels n'étaient pas liés à la durée d'utilisation des outils numériques dans notre échantillon et n'étaient pas non plus liés aux pratiques parentales numériques dans notre échantillon. Alors après, on a été regarder, on l'avait déjà fait, mais du coup, on est retourné voir les statistiques descriptives de notre échantillon et c'est vrai qu'il s'avère qu'on a quand même un échantillon avec des enfants qui présentent un niveau de compétences socio-émotionnelles plutôt élevé et un niveau de problème plutôt bas. Donc voilà, il semble que ça soit quand même un fort biais. Donc voilà, on continue à creuser, peut-être que voilà, en élargissant dans la population avec des familles peut-être plus en difficulté et voilà, un échantillon plus large, on pourra peut-être retrouver ce qu'on avait comme hypothèse. On a aussi observé donc, que le tempérament a été lié à plus d'utilisation de la télévision, donc pour ce qui est moindre capacité d'autorégulation. Voilà, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'à cet âge-là, non seulement les compétences d'autorégulation sont encore moins bien développées, et surtout la télévision reste le média principal chez les enfants. Alors l'existence de liens significatifs, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, ça peut aussi traduire le fait que il y a aussi peut-être un manque de consistance aujourd'hui encore des liens entre difficultés comportementales de l'enfant et usage numérique. Donc peut-être que ça vient aussi, peut-être c'est expliqué par notre échantillon, mais peut-être c'est expliqué aussi par le fait que ces liens ne sont pas si consistants que ça et que ça s'intègre vraiment dans quelque chose de plus complexe. Donc voilà, la poursuite des investigations est ouverte.
Et pour ce qui est des pratiques numériques parentales, donc elles étaient liées à l'anxiété principalement, alors aussi un peu à la dépression, mais vraiment beaucoup plus marquées par rapport à l'anxiété. Donc là aussi, c'était une anxiété générale. Ça peut amener à réfléchir, ce qui a déjà aussi été évoqué quand on a parlé de la technoférence aujourd'hui et puis lors des présentations d'hier. Le fait que peut-être que quand les parents ont beaucoup de préoccupations au quotidien, ils peuvent être peut-être aussi moins disponibles pour l'enfant, peuvent aussi peut-être moins tolérer et les comportements difficiles et les émotions négatives, et que finalement, ça peut être plus simple dans certaines situations de fournir un outil numérique à son enfant que d'avoir à gérer ça en plus du reste. Donc peut-être que c'est ce qui peut expliquer ces liens. Et par rapport aux pratiques numériques parentales, elles étaient aussi liées donc, aux réactions parentales liées aux émotions négatives de l'enfant. Et là aussi, peut-être que ça peut montrer que finalement, les pratiques numériques parentales, elles s'intègrent dans un champ plus large qui est comment les parents font face aux émotions de leur enfant, et que ça peut être un des aspects de cette prise en compte des émotions de l'enfant, et que peut-être justement, ça va avec quelque chose de l'ordre de l'évitement des émotions chez l'enfant. Ce sont des pistes de réflexion. Donc l'usage numérique des enfants, on l'a évoqué, était lié donc aux pratiques parentales numériques et aux pratiques parentales des parents face aux émotions de l'enfant. Donc là, on revient un peu sur la même explication. Peut-être que l'évitement des émotions négatives de l'enfant fait que les enfants vont être plus exposés. Après, ça interroge sur les opportunités d'apprentissage des enfants pour tout ce qui va être régulation des émotions. Parce que du coup, quand face à des émotions négatives, il peut y avoir un manque d'encouragement, l'usage d'un outil numérique pour réduire ces affects négatifs, eh bien l'enfant perd un peu des capacités, des opportunités d'apprendre à s'autoréguler. Donc voilà, c'est aussi un aspect sur lequel on travaille un peu dans le projet DATE, c'est-à-dire qu'on essaye aussi, on aimerait bien voir si à terme, ces pratiques, en fait, peuvent amener une réduction de la capacité de régulation des émotions des enfants. C'est vraiment des questions qui se posent, on ne va pas les réduire les régler tout de suite. Et donc, voilà, c'est vraiment la question du qu'est-ce qui va se passer à long terme, en termes de capacité de régulation des émotions, en termes de reconnaissance aussi des émotions, parce que pour pouvoir réguler les émotions, il faut aussi d'abord, en premier lieu, savoir les reconnaître. Et donc, dès lors qu'on exprime des émotions négatives, si elles sont éteintes par d'autres aspects que l'encouragement à l'expression, etc., on peut perdre aussi des opportunités d'apprendre à reconnaître les émotions. D'autant plus que quand le parent essaye de réguler les émotions de son enfant, il va aussi adopter un faciès qui va être en accord avec ce qui se passe chez l'enfant. Donc, quand il ne le fait pas, voilà, c'est des questions qui se posent. La question donc, de ces temps d'écran plus importants dans le cadre des pratiques parentales pose la question aussi du développement. Donc on l'a vu, développement social, émotionnel, mais aussi cognitif, puisque voilà, les études là encore sont pas consensuelles, mais on a quand même des petites inquiétudes chez les tout petits. Et surtout, bien sûr, la question des contenus que j'ai pas abordé ici, bien sûr, c'est pas du tout la même chose que de faire, je sais pas moi, je prends Peppa Pig. Désolée pour Peppa Pig, j'espère qu'il n'y a pas de fans ici. Et je sais, quelque chose plutôt de l'ordre du co-visionnage avec le parent, où il va y avoir du discours, du langage et du partage émotionnel. Et bien sûr, on l'a évoqué, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, plus d'usage numérique, c'est aussi moins d'interaction parent-enfant. Et bon, on sait qu'à cet âge-là, c'est quand même essentiel, et d'ailleurs tout au long de la vie, l'attachement est vraiment actif tout le temps. Mais en tout cas, voilà, ça enlève des opportunités. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais une des limites principales de la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est la mesure du temps d'écran. On sait très bien que les autorapports des temps d'écran, Jenny l'a montré, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Le problème, c'est que chez les tout petits, ils n'ont pas encore leur propre outil numérique, parce que par exemple, avec les plus grands, Jenny Radetzky aux États-Unis peut utiliser des méthodes de passive sensing, donc avec des applications qui sont installées pendant 7 jours sur la tablette de l'enfant. Et du coup, tout arrive dans le labo, toutes les datas, etc., les heures, les sites, etc. Donc, on peut vraiment être au plus proche de l'usage de l'enfant.
Bon, déjà en France, voilà, RGPD, tout ça. Donc, on n'y est pas encore. Et surtout qu'à cet âge-là, ils n'ont pas encore leur propre outil. Donc, on essaye de réfléchir, peut-être des journaux, mais on avait essayé de les mettre en place dans une étude, ça n'a pas tellement fonctionné. Donc voilà, peut-être qu'il faut persévérer. Et puis, ça reste une limite, mais bon, on est obligé de faire avec. Donc, voilà, je vous remercie. Si vous avez...